Pourquoi, justement, parler de ce sujet d'inversion? En fait, l'inversion dont je parle, c'est le bien et le mal, quoi. En gros, le mal et le bien se sont toujours appuyés, si j'ose dire. Là, pour la première fois depuis fort longtemps, le mal essaye de se faire passer pour le bien. Le mal essaye de se faire passer pour la norme. Quand on dit quand même que la sexualité avec des schémas à l'âge de 3 ans et demi, c'est peut-être pas idéal, on dit mais qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est la normalité, c'est la nouvelle normalité, c'est la future normalité. Donc on essaie de faire passer tout ce qui nous heurte pour des choses qui nous heurtent à tort. Et dans tous les domaines, qu'il se soit agi de ce qui nous a été infligé pendant le Covid, il était interdit de dire, mais c'est tout à fait anormal ce qu'on nous fait. Le coup du masque partout, cette espèce de discours social de plomb. Eh bien, le fait même de le dire était devenu hors la loi. Et là, aujourd'hui, le fait de rappeler l'existence du bien et sa nécessité devient hors la loi. On le voit bien après, par exemple, la cérémonie des Jeux, qui était en vérité une sorte d'hymne, non pas forcément au mal, mais non, même pas. Aussi. À l'absence de notion de bien et de mal. C'est ça, la grande nouveauté depuis une vingtaine d'années, depuis une quinzaine d'années, grosso modo depuis le règne de Macron, c'est que on essaie de nous faire prendre des vessies pour des lanternes dans tous les domaines et surtout sur le plan moral, en nous disant, ben non, le principe de normalité n'existe pas, et normal tout ce que nous décidons, normal. Pareil pour le bien et le mal, etc. Pareil pour la sexualité de l'adulte vers l'enfant, qui a toujours eu des limites naturelles. Vous vous souvenez ce qui se passait dans l'Ancien Régime quand un grand du royaume se tapait des gosses, il était mis en procès. Eh bien, aujourd'hui, le procès n'a quasiment pas lieu. Aujourd'hui, il devient président. Oui, non, pas ça, je ne... C'est moi qui le dis. En tout cas, les procès n'ont pas lieu. Les procès n'ont pas lieu, et quand ils ont lieu, ils se terminent bizarrement par une sorte de non-lieu rampant. Et donc, on voit bien qu'on essaie de nous fourguer une nouvelle norme qui est l'absence de normes. Désolé, voilà, mais ça n'a jamais marché. Hein. Alors on va continuer cette discussion, mais avant ça, je présentais la belle, la sublime, la magnifique Stéphanie Reynaud. J'ai bien fait de venir. Journaliste, elle est tribune libre. Tiens, on a passé le week-end ensemble en plus. C'est vrai, à Vierzon. On était à Vierzon. Exactement. C'est bien, Vierzon, t'as aimé? J'ai adoré. Le public était magnifique, c'était plein d'amour. Il n'y avait pas du tout d'extrême droite, il n'y avait que de l'amour, de l'humanisme. Il n'y avait que des complotistes. Voilà, des vilains qui pensent pas comme la norme. Complotistes. Exactement, voilà. Moi j'aime bien ce mot complotiste. Qu'est-ce que vous en pensez, cher compagnon? Vous n'aimez pas ce mot? J'en pense plusieurs choses. D'abord le fait que Grok et les intelligences artificielles désormais utilisent le mot complotiste, ce qui est un scandale parce qu'une intelligence artificielle n'a pas à proférer des jugements moraux. Or, Grok définit désormais un certain nombre de propos, un certain nombre de personnes comme complotistes. Donc Grok est évidemment pas dans la neutralité absolue, c'est le contraire. Mais attention, j'ai entendu dire là récemment sur Internet qu'il y avait des gens qui étaient remis en place par l'Arcom, voire amendés par l'Arcom, pour raison de complotisme. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une qualification juridique désormais? C'est absurde. Alors je vous rappelle quand même que du temps de l'affaire Dreyfus, ceux qui disaient que le capitaine Dreyfus n'était pas coupable étaient des complotistes. Écoutez, moi je vais vous dire, j'aime bien ce terme et je vais vous dire pourquoi. Parce que je remarque avec la société qui arrive, et justement, sur ce que vous écrivez, eh bien, que ça a été déjà annoncé des années auparavant, et ce qui a été annoncé arrive, mine de rien. Oui, mais c'est toujours le problème de la science-fiction qui devient l'embryon du futur. On le voit bien avec les livres de Barjavel, etc. Il y a effectivement un lien de cause à effet entre ce que nous fantasmons de l'avenir et ce que nous en faisons. Et donc, en l'occurrence, il y a une tentative, pour en revenir au contenu du livre, il y a une tentative de brouiller la frontière entre le bien et le mal, entre le mâle et la femelle, entre les nations, entre les pays. Et donc, cette tentative va échouer, est en train d'échouer. Je le dis, je l'annonce dans ce petit livre. Je pense qu'il y a ce projet, au fond, diabolique de brouiller les cartes. C'est vraiment le mot. Brouiller les cartes, ça veut dire ne plus savoir où sont les atouts et où sont les cartes basses. Eh bien, ce projet de brouiller les cartes va échouer.
on voit très bien, les gens savent très bien au fond d'eux-mêmes où sont les cartes maîtresses pour l'avenir. Et Musk, par exemple, l'a très bien compris. Musk est en train de laisser... Ça échoue pourquoi? Parce que moi, je vois les nouvelles générations qui nous succéderont et j'ai l'impression que cette inversion Ne parlez pas d'inversion, parce que l'inversion... l'envers. Cette inversion a été utilisée pour définir des histoires sexuelles, et effectivement, il n'y a aucun rapport, par exemple, entre l'homosexualité et l'inversion dont je parle, moi. L'inversion des valeurs, c'est simplement la négation de l'opposition entre le bien et le mal. Donc c'est même plus une inversion, c'est une disparition des deux pôles. Mais justement, le bien et le mal, je le vois auprès des nouvelles générations. Là, vous voyez très bien que les nouvelles générations, en gros, elles acceptent très bien de pouvoir démarrer dans la vie en dealant pendant 1 an ou 2. Bah oui. Et un député le fait. Oui, un député l'a fait. Absolument. Et donc là vraiment, il y a une espèce de... Alors, ce qui est très affreux, si vous voulez, c'est que ce que nous venons de dire sur le deal pour démarrer dans la vie, et éventuellement pour faire une fortune future, d'abord, vous en avez l'écho chez des personnages qui ont fait une fortune future, comme le monsieur de Free, là. Monsieur Niel. Niel. Qui a fait de la prison, quand même. Qui a démarré un peu dans les mêmes conditions. Donc, et puis, alors, quand vous regardez bien, toutes les énormes fortunes, les Rockefeller, etc., démarrent toujours sur une saleté morale. Donc, ça veut dire que si la jeunesse, s'inscrit là-dedans, dans le fond, ces gens ont quand même réussi, en fait. Moi, j'ai passé ma vie à m'entendre dire: t'as fait aucun effort, avec tous les atouts que t'avais, t'étais reçu partout, par exemple, tu écrivais des livres comme Philippe Dian, etc., et puis tu étais reçu partout. Ben voilà. En gros, est-ce que je vends mon âme au diable pour être reçu partout? Est-ce que je bénéficie de cette gloriole qui dure 10 ans et demi, comme Philippe Dian, dont plus personne ne parle? Mais à l'époque, moi, on me le citait en exemple. On disait, voilà un artiste qui sait jouer avec l'esprit du temps. Et voilà. Et donc, là, ça fait partie aussi de ce que je raconte dans ce petit livre, c'est que moi, pendant toute ma carrière d'écrivain français, élu par le système pour devenir un écrivain français dans la lignée des Mauriac, Monterland, etc., même les critiques le disaient, hop, le système a complètement changé de nature. Et mon propre éditeur m'a dit, mais pourquoi tu nous fais pas un policier américain? Ah, oui, vous voyez? Et donc là, on en est... C'est plus Campagnol, là, pour le coup. Et oui, mais donc là, par Campagnol, je rattrape un petit peu la faveur générale, parce que je vois bien que je peux pas écrire des romans stendhaliens, je vais le faire un jour à la fin, mais pour raccorder rattraper la faveur et l'intérêt, oui, du public, l'attention du public, je suis bien obligé de parler de ce qui le préoccupe. Est-ce que ce livre aurait pu exister sans les 2 quinquennats Macron? Parce que c'est un livre très époque Macron, pour le coup. Oui, il aurait pu exister, mais sous une autre forme. En gros, c'est un livre de Bernanos. Sauf que, évidemment, chez Bernanos, il était question de Sainte-Thérèse de Lisieux et de Jeanne d'Arc, et qu'aujourd'hui, les gens ne savent même plus qui c'est. Donc moi, quand je parle aux gens, là, vous vous souvenez un peu de sa lecture, pendant les 30 ou 40 premières pages, je parle des groupes de rock heavy metal qui ont joué avec le satanisme. Parce que je trouve que c'est le début d'une démonstration intéressante. Le diable a existé avec toute sa panoplie jusqu'en 2001 à peu près, et puis après il se cache, il devient un personnage fréquentable. Déjà avec les Rolling Stones, dans la chanson Sympathy for the Devil, ils lui font dire « mais je suis un personnage très fréquentable, on a besoin de moi pour changer le monde ». Et voilà. Ces réunions, ces grandes messes... sont subventionnés par les collectivités locales. On peut voir celle de Montpellier, dans la chapelle, dans une chapelle de Montpellier. C'est pas forcément un culte positif qui s'adresse à Satan, faut pas exagérer. C'est une façon pour l'establishment un peu socialisant post-Mitterrand de renvoyer ça à la figure des catholiques locaux. Il y a beaucoup de provocations de ce genre. Mais les valeurs qui vont avec, les valeurs par exemple, de sexualité hyper déviante. Attendez, on ne parle pas des 2 types qui vivent ensemble. On parle là d'une hyper déviance. Cette sexualité qui a été liée au satanisme pendant toute l'histoire, au XVIIe, XVIIIe, eh bien, il est temps de s'en préoccuper. Elle devient un marché. Comme tout ce que l'argent touche, ça devient énorme. Ça devient un marché. Et toutes ces histoires de trafic d'enfants n'existeraient pas à un tel degré s'il n'y avait pas autant d'argent à la clé. Mais vous avez parlé tout à l'heure des Jeux Olympiques, de cette cérémonie.
Elle, par contre, c'était un culte, quasiment. Quand on voit les Chevaliers de l'Apocalypse, c'est un culte vis-à-vis du diable. C'est plus... Enfin, là encore, la partie « j'inflige une gifle à la France catholique traditionnelle, etc. » n'est pas à négliger. Et la meilleure preuve, elle n'existe quasi plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la gifle, cette intention de gifler cette France-là, a existé ce soir-là, et au fond, ça a marché, puisque la France catholique et traditionnelle a réagi comme on s'y attendait. Donc, alors moi, je n'hésite pas à dire que Brigitte est l'âme de cette histoire de cérémonie. Je pense qu'elle est vraiment, ça correspond tellement à son état d'esprit sur ces questions-là, sur l'absence de règles, sur l'absence de tabous. On a appris dernièrement qu'en fait, elle ne voulait pas d'Aya Nakamura et qu'elle a fait... C'est pas Aya Nakamura qui était scandaleuse dans cette histoire. C'est vrai pour le coup. C'est vrai. Elle voulait Maître Gims, elle préférait Maître Gims. Maître Gims, attendez, je vous rappelais, Maître Gims qui a fait partie du groupe Section d'Assaut, qui a écrit une chanson qui s'appelait quoi ? On t'a humilié, je sais pas quoi, où il disait, vas-y, c'est l'heure, va tuer des PD et laisse leurs cadavres dans le caniveau du périphérique. Ça, c'est Maître Gims qui l'a écrit. Voilà, c'est tout. Et depuis, il a fait pénitence. Il a fait pénitence pour rentrer au sein du royaume, il a fait pénitence. Là, il est inclusif de cette histoire de chanson qui s'appelait je sais plus comment, dont on trouve les paroles. Hein, vous tapez Maître Gims, on t'a humilié. Vous avez des strophes invraisemblables où on appelle au meurtre des PD et à laisser leurs cadavres sur le caniveau du périphérique. Voilà. C'est ces gens-là qui font des milliards dans la chanson française. C'est vrai que vous avez raison, Nakamura. Moi, j'aime bien Nakamura. Ouais. Voilà. Elle a quelques atouts importants. Et mon réalisateur, c'est de quoi je parle. Et oui, on est comme ça. Oui, on est des hommes, des hétéros. Quoi. Ça va, on n'est pas à fond télé, tiens. Cela dit, le spectacle était très vulgaire, mais il n'était pas horrible. Ce spectacle, d'abord le lieu, danser devant l'Académie française, ça c'était une véritable provocation, ça c'est évident. Mais en soi-même, cette danse, ces déhanchements, tout ça n'était pas scandaleux. Mais j'ai l'impression qu'en lisant le livre, vous aviez besoin d'écrire cette période. Évidemment, parce que très peu d'auteurs le font. Je vais vous donner un exemple qui parle à tout le monde. Houellebecq, tout le monde a lu un Houellebecq dans sa vie. Tout le monde a entendu dire partout sur les plateaux, ce Houellebecq tout de même, c'est un portraitiste de la vie contemporaine tellement formidable, rien ne lui échappe. Mais tout lui a échappé dans l'histoire Covid. Il n'a pas écrit une ligne sur les comportements scandaleux, les comportements humains scandaleux de l'histoire Covid. Voilà un type dont on nous dit « il n'a pas son pareil pour caricaturer les défauts de l'âme humaine ». Et là, on a eu les défauts de l'âme humaine pendant 2 ans et demi, il n'en a rien dit. Mais quel pauvre type. Comme écrivain, à la rigueur, comme on dit au café, il raconte bien. Mais comme écrivain moral... Mais pourquoi personne n'a écrit ? Pourquoi lui n'a pas écrit ? Pourquoi ils n'ont pas écrit ? C'est bien ce que je veux dire. Donc, en gros, ce petit livre qui a trait à la période en question, qui essaie d'expliquer pourquoi nous sommes devenus complètement cinglés, ce petit livre n'a pas beaucoup d'équivalent. Il est très petit, il fait 160 pages. Donc, c'est pas un traité. Mais il y a une autocensure des auteurs ? Évidemment. Je ne vous ai pas demandé à Philippe Besson de parler des Macron, il dîne avec. Déjà. Ensuite, prenons la culture littéraire du régime, parce que vous savez que la culture littéraire, en général, dans la société, est très dépendante de ce qu'aime le régime. Quand le président et sa femme, comme Pompidou, aiment la littérature française de grande tradition, quand Pompidou écrit une anthologie de la poésie française, il donne le ton. La France doit rester dans le lit de la tradition. Là, les Macron sont arrivés, faites de la musique, Philippe Besson... c'est la France de Daniel Pénac et Philippe Besson, c'est pas la mienne. Évidemment, c'est pas la mienne. Alors on va le dire, c'est parce que t'es trop vieux, peut-être. Mais j'ai l'impression que je parle pas le même langage non plus. J'aime beaucoup aussi cette analogie à Dorian Gray. Je l'utilise très souvent ici en plateau. Mais très souvent. Écoutez, parce que c'est vraiment, on est dans le... Dorian Gray, c'est l'époque actuelle. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent. Dorian Gray est un roman qui a été publié au début du XXe siècle par Oscar Wilde en Angleterre et qui racontait l'histoire d'un dandy très beau qui trouvait le moyen de rester très beau car c'était son portrait qui vieillissait à sa place. Or là, c'est exactement ce qui se passe avec Macron et même avec l'État profond américain, avec l'État officiel américain. Il reste très beau. Regardez la gueule. Non mais regardez la gueule de Biden jusqu'à 68 ans. C'est des mecs ripollinés, quoi. Donc l'Amérique de l'époque est ripollinée. Elle est
tiré à quatre épingles. En fait, il y a des laideurs à l'époque, au temps par exemple de Maïdan, il y a des laideurs tellement affreuses. Regardez, rien que les vidéos de son fils, du fils Biden, montrent à quel point le portrait de Dorian Gray s'abîme dans les caves. L'Amérique souterraine, l'Amérique de Didi, de P. Diddy, l'Amérique de Epstein, etc. C'est ça le portrait qui s'abîme. Mais au final, Dorian Gray finira tragiquement. À la fin du portrait de Dorian Gray, le portrait lui-même retrouve sa beauté et Dorian Gray la perd d'un coup. Et c'est exactement ce qui va se passer pour Macron, par exemple. C'est que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que tout ce que tous ces gens cachent, le grand public le verra, toute cette laideur, le grand public le verra au final? Oui, parce que dans tous les films où il y a ce genre de situation, le poteau rose est découvert et le personnage très laid devient très laid à la fin. Comment réagiraient les gens quand ils verront cette laideur? Ils vont être très humiliés d'avoir été abusés pendant 20 ans. Déjà. Et c'est là qu'il va falloir se réconcilier avec eux en leur disant, écoutez, vous avez été victime d'une secte, puisqu'il y a à peu près ça. Je pense que le macronisme est une secte. C'est à peu près l'ordre du temple solaire. Il y a quand même des gens qui ont fait 8 ans d'études, qui ont fait l'ENA et Polytechnique, et qui disaient au début que Macron était un génie. Ça, c'est une secte. C'est comme de dire que Tom Jones est un génie. C'est Tom Jones qui s'appelait ? Tom Jones, c'était quand même un bon chanteur. Non, moi je parle de Jones qui a fait tuer je ne sais combien de personnes dans la jungle au Guyana dans les années 70. C'est pas Tom Jones, mais oui, mais c'est pas lui. C'est pas Tom Jones. Là, mais je veux dire, les ordres du temple solaire, il y en a eu plusieurs dans l'histoire et les gens se sont suicidés plutôt que de voir leur empire s'effondrer. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut dire que le nazisme, c'est un peu pareil. Oui, parce qu'ils auront été dupés, ils auront vu une belle image, ils auront cru à cette belle image. Mais est-ce qu'ils ont vraiment cru ? Ils ont voulu y croire, il y a eu du déni, de la naïveté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je pense qu'il y a une espèce de scientisme grotesque. Ils sont tous convaincus qu'ils peuvent fabriquer l'avenir entièrement et que tous les secrets de l'univers leur seront connus parce qu'il y a un grand architecte, si vous voyez ce que je veux dire, et qu'on va connaître ses secrets un jour. Et moi, comme la plupart des gens qui sont dans la pensée chrétienne, que les gauchistes appellent magique, moi je pense que il y a un nombre incommensurable de choses que nous ne connaîtrons jamais, même pas en mourant. C'est-à-dire qu'il y a un inconnaissable. Pour un chrétien, il y a un inconnaissable. Pour un franc-maçon, par exemple, il n'y a que du connaissable. Et si on ne le connaît pas aujourd'hui, on le connaîtra demain. Et ben c'est la grosse différence entre le monde ancien, le monde d'autrefois, le monde des cathédrales, entre parenthèses, parce que Notre-Dame est un hymne à l'inconnaissable. Et moi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'on a répété 20 fois qu'on reconstruirait Notre-Dame en 5 ans, alors qu'elle avait été faite en 150 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, notre époque est tellement formidable qu'elle arrive à reconstruire un édifice qui a pris 150 ans pour être édifié en 5 ans seulement. Ça veut dire qu'en gros, la France, le monde moderne, hyper logique, hyper technologique, arrive à tous les prodiges. C'est-à-dire que le monde ancien, il est mort ? Je pense qu'il va se venger. Le monde ancien, c'est celui que, là encore, les gauchistes appellent la pensée magique. Il traite tous les gens qui pensent à l'au-delà de platistes, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a une espèce de complotisme qui s'attache à tous ceux qui pensent qu'il existe un au-delà, qu'il existe des fins dernières, que nous sommes là pour une raison très précise, que la métempsychose existe peut-être. Moi, je suis tout à fait partisan de cette thèse. Et donc, tous ceux qui ont le malheur de dire ça sur un plateau aujourd'hui, je parle des plateaux de pivot, etc., sont écartés. Je l'ai été, moi j'ai fait les plateaux de pivot de François-Olivier Gisbert, etc. C'est odieux. François-Olivier Gisbert m'a reçu 6 ou 7 fois. À chaque fois, il me recevait pour se foutre de moi pour toutes ces raisons. Mais justement, quand on a rédigé 40 livres, qu'on a été au Figaro, qu'on a eu le prix de l'Académie française, et qu'aujourd'hui, on parle de dissidents. Ah oui, mais j'ai été chassé. Mais je vais vous dire, vraiment, la vérité et la raison pour laquelle j'ai été chassé du système, c'est que j'ai montré dans les années 90, vers la fin des années 90, mon horreur du système américain. C'est simple. Quand on commençait à dire le système américain me fait peur, on était écarté de tous les plateaux.
Et pourquoi l'ai-je dit? Parce que je venais de passer plusieurs mois en Hongrie notamment, où j'avais expliqué, j'ai fait un livre dessus, qu'à un poète hongrois, ne vendez pas votre âme aux Américains, vous aurez du mal à la racheter. Et ce petit livre existe toujours, je le mettrai prochainement sur les réseaux sociaux, une fois de plus, en téléchargement direct en PDF. Donc je ne veux pas me faire des sous avec, je veux surtout qu'il soit lu. C'était en 93 que je disais aux Hongrois, ne vendez pas votre âme à l'Amérique. Là, en ce moment, ils sont en train de la racheter, visiblement. Donc ce que j'ai annoncé en 93 est en train de se produire, mais attention, quand je le roman de Budapest. Pardon. C'est ça. Voilà, exactement. Non, ça c'est le roman de Budapest, c'est une histoire de la ville qui a un succès fou d'ailleurs. Je l'ai vendu sous forme de forfait, par conséquent je ne touche plus un radis dessus, mais ça continue à se vendre beaucoup, paraît-il. Ça c'est une histoire de la ville parce que je la connais bien, je connais bien des gens qui y vivent, etc. Non, ce que je disais à cet ami hongrois, c'est que l'Amérique allait essayer de les manger. Et ce que je disais aux lecteurs, c'est que les Hongrois ne se laisseront pas manger, parce que l'Amérique, dans les bagages de l'Amérique, il y avait l'immigration qu'on laisse rentrer. Or, les Hongrois ont été envahis par l'islam pendant un siècle et des poussières. Et ça, ils s'en souviennent. C'était au XVIIe, hein. C'était sous Louis XIV, un peu à la fin du règne de Louis XIV. Et donc, Les Turcs. voilà, par les Turcs. Mais attention, les églises étaient détruites pour faire des mosquées à la place. Donc, quand on dit aux Hongrois, bah, c'est des vieilles histoires, tout ça, vous allez ouvrir vos frontières, ils disent non. Et c'est ce que je prédisais en 93 et c'est ce qui s'est produit. Mais pourquoi vous dis-je que ma disgrâce dans les médias français date de là? Parce que nous sommes sous la houlette américaine, sous la coupe américaine, et qu'à ce moment-là, vers 93-94, je n'ai plus trouvé d'éditeurs, de journaux qui prennent ma prose, plus rien pour vivre. Et par conséquent, il y a une façon d'essayer d'éradiquer les gens comme moi, la pensée comme la mienne, c'est de les tuer économiquement. Sauf vous êtes trop français. Alors, le problème, c'est que, c'est ça le truc. Contrairement à la plupart des gens qu'ils ont pu faire chanter parce qu'ils avaient besoin d'argent, ils avaient une famille, ils voulaient un revenu minimum, moi j'ai mangé des pâtes pendant des années pour pouvoir continuer à penser ce que je pensais. Certains disent, parmi les auditeurs, là, donc on est en direct, hein, vous êtes Mortal Kombat. C'est Mortal Kombat. C'est gentil. En tout cas, j'en profite pour préciser, pour rappeler, puisque je l'ai déjà dit, je ne suis pas suicidaire. Redites-le, surtout quand vous sortez d'ici. Hein. J'adore la vie. Faut le dire. J'adore la vie. Je n'ai pas de problème physique particulier. Je ne boite pas. Je fais de la moto et du parapente. Donc voilà. Ne me dites pas que je suis dépressif.